Parfait. Déborah, s'il vous plaît, juste en face, juste ici. Tu peux regarder sur la droite aussi, en restant sur le même spot. Et encore en face, juste en face ici. Voilà. Un pas sur la droite. Merci. Même chose. Voilà, en bas, s'il vous plaît. Oui. Et un pas sur la droite. Un de plus. S'il vous plaît, merci. Voilà. Juste en bas, s'il vous plaît. Il y a un petit peu de dos, peut-être qu'on voit les cheveux un peu rouges, oui, comme ça. Ah, oui. Merci. Merci. Ah, ouais, Il y a Avec la belle boucle d'oreille en plus. Et un pas sur la droite. Voilà. Merci. Et complètement sur votre gauche. En bas, s'il vous plaît. En bas, s'il vous plaît. Allez. Voilà, oui. Just in the corner, please. Good. Allons-y. Venez avec moi. Merci, au Ah, revoir. bah, c'est pas fini, on voit pas. Let's go in the room. Bonjour à toutes et tous, je suis Marilyn Letert, journaliste pour Madame Figaro. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau talk Women in Motion, en direct du 75e Festival de Cannes. Women in Motion, c'est un programme qui a été fondé par Kering pour valoriser les femmes inspirantes dans le monde des arts et de la culture. Aujourd'hui, on reçoit un des nouveaux visages du cinéma français, l'actrice Déborah Lukumwena. Déborah a été révélée donc en 2016 dans Divine de Houda Benyamina. Elle a décroché le César du meilleur second rôle pour le film. Depuis, on l'a vue dans Les Invisibles, dans Entre les vagues, dans Robuste. Robuste qui était d'ailleurs à la Semaine de la critique ici l'année dernière. On est vraiment ravis de l'accueillir pour ce talk, donc restez connectés, ça va débuter dans quelques minutes. Bonjour tout le monde. Bonjour Déborah. Bonjour. Okay, for 1 minute, photographers, please take some photos. In the meantime, please turn off your mobile or silence them. It would be highly appreciated. 1 minute, photographers. S'il vous plaît, Déborah, ouais. Déborah, sur votre droite, s'il vous plaît. Déborah, s'il vous plaît. Encore une fois sur la droite. Thank you, guys. Let's do it. Alors, on va vous demander à tous de couper vos téléphones, s'il vous plaît, à nouveau. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour Déborah. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Women in Motion.
Comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes l'un des nouveaux visages du cinéma français depuis 6 ans maintenant à peu près. Donc avant de rentrer un peu plus dans votre parcours, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est née cette vocation d'actrice ? Elle est née très tardivement, cette vocation. Moi, je me destinais à la base à être professeure de lettres, de littérature. Depuis petite, je connais une passion des lettres et de la lecture. Donc, pendant un moment, ça a été mon but. Et en fait, entre-temps, j'ai changé de fac et j'avais plus d'amis dans cette deuxième fac. Et donc, je m'ennuyais un peu, ce qui est une première pour moi dans les lettres. Et j'ai découvert une série qui s'appelait Les Tudors. Hein, c'est sur ce fameux roi Henri VIII qui avait 6 femmes. Qu'on a décapité 2, anyway. Et c'est joué par Jonathan Rhys-Meyers, qui est hyper magnétique et hyper charismatique. Et la chose est que le roi qu'il incarnait était grand, gros et roux. Et la réalisation de cette série a décidé de le laisser dans son apparat naturel, donc petit, athlétique et brun. Et pourtant, on y croyait. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que ça lui coûte, en fait, de me faire ressentir tout ça tout en ne ressemblant pas textuellement au personnage. Donc du coup, c'est là qu'une espèce de curiosité en fait est née parce qu'il était hyper magnétique et je pense que peut-être que j'avais envie de faire ressentir ce qu'il me faisait ressentir, en tout cas, en dehors du fait qu'il soit très beau, mais bien sûr c'est très objective. Et du coup, c'est là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser. J'ai cherché des annonces de figuration. Et un jour, je tombe sur l'annonce en fait qui change ma vie parce que c'est l'annonce de Divine. Voilà, donc du coup, j'y réponds, j'envoie un petit mail pas du tout rédigé. C'est une honte, je vais brûler ce mail tellement il n'est pas du tout rédigé. Et en fait, on me répond 2 semaines plus tard, je passe 9 mois de casting et j'arrive dans le projet Divine. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et ça commence très très fort parce que vous décrochez le César du second rôle, donc c'est un peu fulgurant quand on est une jeune actrice qui, quelques mois avant... ne travaillait pas et ne faisait pas ça. Ouais, c'est très... De toute façon, toute la vie qu'il y a eu autour de Divine, c'était très fulgurant et c'est quelque chose que j'ai absolument pas vu venir. Et du coup, cette récompense, c'est comme j'aime bien dire, c'était la cerise sur le tagine, quoi. C'était un truc très inattendu. Et oui, moi, je dis la cerise sur le tagine. Et c'était très inattendu. Il y a eu tous les événements qu'il y a eu autour de ce film... nous ont m'ont apporté dans un tourbillon et donc le César c'était la note en plus quoi. Et comment on fait justement pour que le tourbillon soit pas trop fort pour arriver à garder la tête froide quand on est si jeune et que on explose si vite? Moi déjà je dois remercier mon éducation et ma mère. Ma mère nous a élevés seuls, on est 5 enfants et c'est vrai que tout de suite il y a eu un truc très terre à terre qui fait que tu pouvais pas t'envoler très très haut et puis en fait, quand j'ai reçu le César, déjà quand j'ai reçu la nomination, je m'étais déjà inscrite pour passer le concours du conservatoire parce que je me retrouvais face à une profession que j'adorais et par respect pour elle et par passion, je voulais avoir toutes les armes possibles pour être la plus disponible et pour être dans les meilleures conditions afin de la pratiquer. Donc du coup, moi, je partais déjà dans une ambition d'aller au conservatoire. Et du coup, cette nomination est venue un peu bousculer mes plans, mais pas tant que ça, parce que malgré la victoire, et afin justement de garder la tête froide et de rester concentrée, j'ai décidé d'aller au conservatoire. Et du coup, je l'ai terminé juste avant la pandémie. Et il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs qui parlent d'une forme de syndrome de l'imposture, qui se disent toujours « mais qu'est-ce que je fais là, je ne suis pas à ma place ». Est-ce que le conservatoire, c'est pour ça aussi, pour avoir un petit bagage et de vous sentir un peu plus en confiance? Ah oui, totalement. Sur Divine, quand je suis arrivée sur Divine, j'avais aucun cours de théâtre. Enfin, il y avait du coup, bien sûr, cette soif de légitimité, elle est cherchée partout, surtout quand le film a explosé comme ça. Donc du coup, aller au conservatoire, pour moi, c'était déjà acquérir de la technique. Moi, quand je montais sur scène, on ne comprenait pas ce que je disais, j'articulais pas du tout, quoi. Et puis aussi, aller chercher du répertoire. Moi, au conservatoire, j'ai rencontré Tchekhov, j'ai joué du Marivaux, j'ai appris à prononcer des alexandrins. Donc il y avait cette volonté, bien sûr, de me construire un socle de culture et de technique pour me sentir mieux et plus légitime. Marilyn, oui, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit votre imaginaire d'actrice? À tout. Ça semble cliché, mais la vie et tout ce que mes yeux peuvent attraper, tout ce que mes oreilles peuvent attraper, tout m'inspire en fait, parce que je trouve que être acteur, c'est
c'est prendre dans du vrai pour faire du faux. Et c'est trop dommage de ne pas s'inspirer de tout le vrai qu'il y a autour de moi, quoi. Donc, c'est-à-dire, ne serait-ce que dans cette salle, il y a tellement de choses à prendre. On est des petits voleurs. On dit que pour se construire à la fois en tant que femme, mais aussi en tant qu'actrice, on a besoin de modèles. Quels ont été les modèles que vous avez eus? Bah moi, je veux un peu vous décevoir, mais moi, j'ai pas eu trop de modèles, en fait. En tout cas, dans le cinéma, dans le sens où... ça vous paraît évident. Moi, il n'y a pas grand monde, en fait, qui me ressemble physiquement. Et en fait, c'était très dur de s'y retrouver dans les représentations et de me dire, je veux devenir une telle ou une telle. Donc, c'est vrai que les modèles, c'est pas forcément ni dans le cinéma, ni dans l'art, en tout cas, pas en France, malheureusement, que j'ai pu les trouver. Après, outre-Atlantique, il y avait la Davis, il y a Kate Blanchett, il y a Meryl Streep, il y a toutes ces femmes-là dont je suis séparée par un océan, mais qui, de loin, en fait... Puis c'est drôle parce que toutes les femmes qui m'inspirent ont une 20-30 ans de plus que moi. C'est ça aussi que je remarque. Et est-ce que vous sentez néanmoins que ça évolue, justement, que les modèles sont un peu plus différents aujourd'hui, ces dernières années, depuis les combats post-MeToo Ouais, je sens qu'il y a eu un gros coup de pied dans la fourmilière, ça c'est vrai, et qu'il y a... Parce que pour moi, tout changement commence par une destruction, en tout cas une volonté de détruire d'anciens schémas qui deviennent nauséabonds et qui deviennent caducs, quoi. Donc je sens qu'il y a une volonté de changement, il y a une volonté de déconstruction qui est hyper plaisante, mais qui est aussi laborieuse. Donc il y a du changement, mais ça prend du temps. Mais je pense qu'il en faut, quoi. Et vous avez tourné avec beaucoup de réalisatrices, Ouda Benyamina, Anaïs Volpe, Constance Meyer, qui, elles, justement, font évoluer les regards, font bouger les frontières. Est-ce que vous pensez que ça passe d'abord, parfois, par les femmes, justement, ce changement de regard sur les femmes au cinéma? Ah, même bien évidemment, je le pense. Alors, bien sûr, je suis obligée de rappeler que je ne suis pas du tout dans un discours misandre et que j'adorerais être avec plus d'hommes aussi et que... Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que les femmes écrivent mieux que les hommes, mais je laisse cette question ouverte. Mais, et puis, il y a eu Julien Petit, oui, il y a eu plus Julien déjà, Petit, il y a eu Julien Guetta. Ouais. Enfin, j'ai travaillé avec des hommes et j'ai plus travaillé avec des femmes. Je pense que, forcément, oui, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard des femmes parce que c'est avant tout, c'est un regard révolté, c'est un regard qui est très souvent cloisonné et qui a à volonté, justement, de faire sauter tout ce qui les emprisonne. Mais j'avais cette conversation avec une amie récemment, et il y a, moi, ma volonté en tout cas de travailler avec... Enfin, en tout cas, les récits qui m'attirent sont principalement racontés avec par des femmes. Mais je pense que la raison aussi pour laquelle je ne reçois pas trop de récits d'hommes, c'est que je pense que beaucoup écrivent sur des choses sur lesquelles ils peuvent fantasmer, en fait. Et je vous parlais justement de la représentation du corps, etc. Moi, j'accepte que je suis, pour beaucoup, pas un fantasme, en fait. Et c'est même pas un reproche, parce que moi-même, je suis en train d'écrire, j'ai réalisé, et je n'écris et je ne réalise que sur ce que je fantasme, que sur ce qui m'inspire. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, en fait. Tu crées et t'écris sur ce que t'aimes rêver. Mais en même temps, pour avoir envie de rêver sur... d'autres choses, il faut les montrer, ces autres choses. Donc, il faut effectivement un peu pousser la porte. Oui, mais c'est clair. Insister un peu, quoi, au départ. Et ça, ce sont les femmes ce sont les femmes qui le font. Non, il y a aussi des hommes, mais bien évidemment qu'il y a... Pour imposer une normalité, faut qu'elle soit d'abord... faut qu'on spamme les gens avec ça pour dire mais si c'est normal, vous inquiétez pas, c'est normal que cette urine fasse pas du 36, vous inquiétez pas, c'est normal et tout, ça va bien se passer. Vous avez une double culture. En quoi est-ce qu'elle a une influence sur votre vie d'actrice et de femme d'ailleurs? Je vous parlais tout à l'heure des choses qui inspirent, qui sont autour de nous, et en fait le fait de vivre entre deux langues, de culture, de cuisine, ça l'est totalement en fait. Par exemple, du coup moi je suis originaire du Congo. Mes parents sont originaires du Congo, tous les deux, Kinshasa. Et il y a une vraie culture de la langue et de la musique et de la rythmique qui est totalement différente de la culture française. Et je pense, c'est très étrange et j'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais je pense que le fait aussi d'avoir grandi avec la langue du Congo qui est le lingala influe sur le rythme que j'ai quand je parle français.
J'en suis sûre. Et je le constate aussi avec mes amis aussi qui sont fils d'immigrés et qui parlent un français qui, je pense, leur appartient et qui est la synthèse de leur double culture. Aïssa Maïga et un collectif d'actrices racontaient dans Noir n'est pas mon métier toutes les discriminations et les stéréotypes dont elles ont été victimes, elles le sont encore parfois. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu vous aussi ? Oui, mais en fait, je salue totalement cette initiative et je suis vraiment pleine de solidarité. Mais la chose est que je pense que mine de rien, au milieu de ça, avoir eu cette récompense aussi tôt, je pense que ça m'a épargné pas mal de choses. En fait, il y a une validation qui est arrivée assez vite. Enfin, validation, c'est ce que les gens disent. Hein. Je ne crois pas du tout à l'idée. Et du coup, il y a... Bah, forcément, le César, il a eu tellement d'impact dans ma vie que je sais qu'il y a plusieurs choses dont j'ai été épargnée, mais ça n'empêche pas que je reste quand même consciente. Je sais qu'il y a des films où je ne suis pas du tout envisagée, parce que comme je vous le disais, on revient du domaine du rêve et du fantasme, et du coup d'une certaine discrimination, vous voyez. Mais je vous réponds comme ça parce que je pense que, comparé justement à Aïssa Maïga et tout le collectif qu'il y a eu, je pense que j'ai été pas mal épargnée. Vous êtes aussi une nouvelle génération, donc il y a ça aussi. Peut-être que ça évolue heureusement dans le bon sens. Je pense que si c'est un tout petit peu plus facile pour moi, et c'est très relatif, hein, facile, mais c'est parce que d'autres ont essuyé les pots cassés avant moi. On parlait tout à l'heure des réalisatrices avec lesquelles vous avez tourné. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot sororité, qu'on entend beaucoup aujourd'hui ? Ouais, c'est bien sûr, c'est une espèce de fil invisible qui relie beaucoup de femmes, je pense, presque toutes en fait. Et c'est un désir, je pense, de toutes s'élever un peu plus haut et de grandir ensemble. Pour moi, c'est ça la sororité, en fait, c'est de vouloir grandir et s'améliorer ensemble. Vous avez récemment tourné, je crois, votre premier court-métrage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet ? Alors déjà, ne réalisez pas. Non, en fait, ça fait un moment que je voulais réaliser. Mais alors toujours cette question de la légitimité. Or, j'ai pas encore totalement trouvé ma légitimité en tant qu'actrice, donc je vous laisse imaginer au niveau de la réalisation. Mais du coup, j'ai plusieurs fois en fait dans les médias exprimé que c'était un rêve que je voulais le faire, et un producteur, Amaury Ovis, de chez Kazakh Productions, donc les producteurs de Julia Ducorneau, m'ont approché parce qu'il leur restait un dernier court-métrage en fait à réaliser, et ils avaient envie de me l'offrir. Donc du coup, comme il y avait une volonté qu'on fasse un peu une comédie, j'ai un petit peu cherché, et en fait le court-métrage, c'est l'adaptation d'une vidéo YouTube. Donc ce n'est pas une histoire originale, c'est l'adaptation d'une vidéo YouTube, et c'est une femme qui explique, donc du coup je vous le pitch un petit peu, qui explique qu'elle travaille dans un tacos et qu'elle avait l'habitude de voir défiler des livreurs Uber Eats. Et un jour, c'est pas un livreur qu'elle voit, c'est une livreuse. Et elles font connaissance, et cette livreuse lui révèle que le jour, elle est livreuse Uber Eats et que la nuit, elle est dominatrice. Et du coup, pendant une soirée, elles vont entraîner l'héroïne du coup dans une soirée de domination. Et en fait, ça se passe sur un jour, et c'est une héroïne qui à midi grille des steaks et à minuit frappe un mec pour 3 000 €, quoi. Et dedans, je commence le montage dans 3 jours et tout, donc l'objet en lui-même n'existe pas encore, mais en tout cas, il y a bien sûr une question des rapports hommes-femmes, mais surtout des rapports économiques. Et dedans, je montre des femmes qui ont utilisé leur faiblesse leur faiblesse sociétale, donc, du de sexe faible, etc., pour leur propre gain. Et j'ai eu plaisir à décrire la femme comme étant le plus fin esprit qui puisse exister. Et vous ne faites pas que la décrire, parce que vous la jouez aussi. Ouais, ça fait une sacrée charge de boulot pour un premier cours. Oui, c'est pour ça, faut pas faire ça. Faut pas. Non, mais si, parce que je prévois de le refaire, mais ouais, j'ai longtemps réfléchi, et c'est vrai que
Pourquoi pas faire simple quand on peut faire compliqué? Du coup, je joue la serveuse des tacos, et ça a d'autant plus de sens avec mon corps et avec, entre guillemets, ce que je représente dans cette société, parce que on suit avant tout le parcours d'une jeune femme qui découvre son corps, qui découvre la sensualité et la sexualité dans un monde extrême où des mecs, pardon, mais bandent parce qu'ils se font fouetter, quoi. Donc, il y a... voilà. Et est-ce que vous avez veillé, entre guillemets, à vous entourer de femmes pour ce court-métrage, ou vos choix se sont portés, se sont faits différemment? Ah vous êtes très bien renseigné, parce que pratiquement tous mes chefs de poste sont des femmes. C'était une volonté commune du producteur et moi-même. Et je pense que c'est aussi par rapport au sujet. Et là, maintenant, avec du recul, effectivement, c'était super que je sois entourée par une chef opératrice et par une première assistante. Après, moi, je suis bien sûr pour un rééquilibre, mais pas au détriment de la qualification et de la qualité, quoi. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de techniciennes de grande qualité qui racontent qu'elles ont du mal à travailler. Donc, c'est important aussi, bien sûr. comme vous dites, de leur donner un coup de pouce. Ça, on a encore de la marge pour pouvoir se dire, oulala, on commence à lésiner sur la qualité, quoi. Oui. Vous avez tourné beaucoup de rôles forts, des femmes de tempérament, des personnages robustes. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça correspond à ce que vous êtes dans la vie? Est-ce que... Et comment vous choisissez vos rôles aussi, pardon? Non, je vous en prie. J'étais en promo en début d'année, parce que j'avais Robuste entre les vagues qui sortait, et donc du coup, j'avais cet exercice de répéter un peu les mêmes choses, et j'ai trouvé une phrase, en fait, je pense, qui résume un peu comment je choisis mes rôles et pourquoi. En fait, je pense... déjà, moi, je me trouve très petite face à mes rôles quand même, parce que un film, c'est quand même une histoire sur laquelle une personne, une réalisatrice, a fantasmé toute seule dans sa chambre, avec des heures et des heures d'écriture et de travail, quoi. Donc nous, on arrive dans cet immense rêve et on est un peu petit. Et toujours dans cette notion de petitesse, en fait, moi, je pense que je suis juste une gamine qui essaie des vêtements trop grands et qui a envie de grandir dedans. Et je pense que c'est comme ça que je choisis mes rôles. Je pense que je les choisis pour qu'ils m'apportent aussi, en fait. Et peut-être que justement, je choisis un rôle dont le film s'appelle Robuste, peut-être pour gagner plus de robustesse, qui sait. Mais en tout cas, je sais que c'est très personnel quand même, les choix. Il n'y a pas de stratégie en me disant une comédie, puis un drame, puis une pièce de théâtre. Non, c'est plus qu'est-ce que je prends dedans, en fait. C'est plus intime comme choix. Ouais, beaucoup plus, parce que tous les films laissent une trace sur moi. Divine, ça fait 7-8 ans, et pourtant, il y a toujours des traces, quoi. Et le ciné, pour moi, c'est un périple, et j'ai envie d'en rapporter des choses à la maison, quoi. Quels ont été, même si le recul est peut-être difficile à avoir, parce que votre carrière est encore jeune, effectivement, les tremplins et les soutiens dans votre carrière, et peut-être les freins que vous avez pu rencontrer? Je sais que, en toute honnêteté, je sais que le frein que j'ai eu, c'est... Il y a beaucoup de moments où j'ai été impatiente, en fait, face justement à tout ce que je vous disais tout à l'heure, à toutes ces inégalités, à ces choses très brutales que je peux me recevoir par rapport à mon physique, etc. Et je pense que j'ai perdu beaucoup d'énergie, en fait, à essayer de fonctionner avec ça, alors que je pourrais juste le rejeter et dire non, moi je ne ferai pas partie de ça. Et du coup, les tremplins, hormis mes amis et ma famille, je pense que ça a été ma soif de toujours apprendre, de toujours... justement, d'aller au conservatoire. Le conservatoire, c'était pas facile, mais je suis tellement heureuse d'avoir pris cette décision. J'ai pris le risque de moins travailler et d'être moins rapide. Voilà, mais je suis allée acquérir tellement de choses, en fait, tellement de bagages, que les décisions que j'ai prises ont été mon tremplin aussi. Et comment on s'arme justement, comme vous disiez, contre les remarques haineuses et stupides qu'on peut recevoir sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses?
Bah, vu que le crime est répréhensible, malheureusement, mais du coup, en fait, bah là, je sors du court-métrage, donc c'est bien lancinant, mais euh, en fait, tout ce qu'on pourrait penser de moi, je pense que je le combats en créant et en étant plus à l'intérieur de moi, parce que en fait, je pense que faire le vide autour de moi et juste continuer à m'entendre penser, c'est ce qui me permet de lutter, en fait, contre ça et à ne pas réagir. Et puis aussi, après, il y a de manière plus factuelle, il y a une distance à prendre avec les réseaux sociaux et puis surtout à accepter le fait que le métier d'actrice, c'est... Alors bien sûr, il y a des chirurgiens, on ne sauve pas de vie, etc. Mais comme c'est un métier d'image, accepter le fait que c'est très violent, ça épargne déjà énormément, quoi. Ne pas autant attacher d'importance à l'image, mais en même temps jouer le jeu, c'est le juste milieu qui me permet, je pense, de... Voilà, là, je fais une journée à Cannes, je vais faire 4 jours en pyjama chez moi, il est là l'équilibre. On va passer aux questions de l'Assemblée, s'il y en a. Il y en a aussi pour les réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Déborah? Bonjour Déborah. Bonjour. Moi, je vous ai vu en 2019 dans une pièce de théâtre, adaptation de Alice Amir, Anguille sous roche. Et vous m'aviez complètement bouleversée. Je voulais savoir si vous aviez d'autres projets de théâtre prochainement. J'ai fait un petit hiatus avec le théâtre parce que en fait, cette pièce, je l'ai faite en même temps que le conservatoire et je l'ai interrompue vers ma sortie du conservatoire. Je pense que j'avais peut-être envie de plus de cinéma, mais c'est surtout parce que je suis quelqu'un, très honnêtement, j'ai beaucoup de trac. Et 3 ans de seule en scène, voilà le trac, quoi. Et du coup, j'ai très envie de revenir au théâtre. J'attends le projet, après un seul en scène comme ça, j'attends le projet qui me fera revenir. Mais j'avoue que j'ai fait un petit hiatus avec le théâtre que je compte pas du tout abandonner parce que mes profs au conservatoire, ils disaient ça, c'est vraiment sur une scène de théâtre, tu sais qui est claqué ou pas, en fait. Vraiment, désolée de mon langage, mais c'est vrai, c'est tellement révélateur, une scène de théâtre. En fait, c'est très nu, quoi. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'avais du trac. C'était peut-être le moment le plus révélateur au niveau de mon jeu, de ma performance. Donc, voilà. Sur Instagram, il y a Lucio qui vous demande avec quels acteurs et actrices est-ce que vous aimeriez tourner? Vous avez 1 heure devant vous? Non, bah franchement, il y en a beaucoup. Après, voilà, celles que j'ai citées, qui sont pour moi des mentors un peu à distance. Il y a, c'est très outre-Atlantique, quoi. C'est Meryl Streep, c'est Kate Blanchett, c'est Viola Davis, c'est Jessica Chastain. En réalisateur, c'est Steve McQueen, Sofia Coppola. Enfin, c'est des gens dont les imaginaires et dont les créations et les films ont giflé, quoi. Et justement, il y a Charlotte qui est sur Instagram qui pose la même question avec des réalisatrices. Donc, j'ai entendu Sofia Coppola notamment. Et en France, est-ce qu'il y a des réalisatrices qui vous font fantasmer? Ouais, moi, franchement, j'ai été énormément déconcertée par Titane de Julia Ducournau. Et même si j'ai pas tout aimé, j'ai été bouleversée par le fait qu'à la fin de la séance, je ne pouvais pas reconnaître quelle réalisatrice et quelle plasticienne elle est. Et voir, ce qui m'a bouleversée, c'est voir à quel point elle a déroulé de manière très audacieuse son monde et sa passion. Et donc le film de genre, en fait, moi, ça m'éblouit parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être d'être au contact d'elle quand elle te dirige, quoi. Donc, ouais, avec plaisir, Julia Ducournau, vraiment. On est à Cannes. Est-ce qu'il y a des films en sélection que vous aimeriez voir? C'est une question de Charlotte, toujours sur Insta. Ouais, j'ai très envie de voir le Cronenberg. Bon, je suis un peu en retard. Ce soir, je vois Elvis. Je suis très contente de ça. Non, je trouve qu'il y a une très belle sélection cette année. Et je suis contente de voir... je vois de plus en plus d'audace dans les sélections et surtout dans les sélections parallèles.
je suis trop heureuse de ça, quoi, parce que ouais, parce que c'est trop beau le cinéma, et c'est trop dommage de ne pas avoir d'audace. Et puis c'est un peu à Cannes que vous êtes née aussi en tant qu'actrice, parce que Divine était ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, il était à la quinzaine des réalisateurs. C'est une sélection que j'affectionne, vous pouvez bien vous en douter. Et du coup, c'est une sélection qui me déçoit jamais, même quand je regarde. J'ai pas eu trop le temps de regarder là, mais je sais qu'il y a des perles qui vont en sortir aussi. Aujourd'hui, on vous tend beaucoup le micro. Quand on est actrice, c'est ça, on a une vitrine et une tribune pour s'exprimer sur des sujets qui peuvent nous tenir à cœur. Est-ce que, justement, pour vous, vous avez envie d'utiliser aussi cette tribune pour défendre des causes auxquelles vous croyez et porter peut-être la cause d'associations que vous défendez? Oui, bien sûr. En fait, mais pour moi, je pense que même si j'avais choisi une autre carrière, c'est quelque chose, c'est assez intrinsèque, en fait, de soutenir des choses qui me sont viscérales et qui me révoltent et qui me touchent et tout, etc. Mais j'ai envie d'ajouter qu'au fur et à mesure des années, en fait, c'est juste que ma manière de prendre la parole, en fait, juste évolue. Et je pense que, je disais dans un podcast La Poudre qu'il y a des moments où j'ai envie qu'on m'entende parler, il y a d'autres moments où j'ai envie qu'on m'entende me taire. Et au fil des années aussi, je pense qu'il y a plus des moments où j'ai envie de prendre la parole, comme là, donc de manière très directe. Et aussi, je trouve que dans les films que je choisis, dans celui que j'ai réalisé et celui que je souhaite réaliser, je trouve que c'est aussi des prises de parole que j'ai envie de plus développer, en fait. Et comment on apprend justement à gérer sa parole et son image quand on débute? On s'entoure. On s'entoure de gens qui ont la tête froide. Non, et en vrai, oui, on s'entoure, mais aussi on se cultive énormément, en fait, et on se déconstruit énormément. Je pense que les lectures et puis regarder beaucoup de discussions comme ça, je sais que c'est quelque chose qui construit énormément ma prise de parole et qui lacère. Je sais qu'il y a une interview d'Adèle Haenel chez Boomerang que j'ai regardé récemment, où je me dis c'est vraiment le genre de choses devant lequel je pourrais rester et regarder un peu en boucle, parce que il y a des touches de son discours qui pourraient asserrer le mien. Et vous parliez de lecture aussi. Il y a des auteurs et des autrices qui ont eu un impact plus fort sur vous, peut-être changer vos perspectives ou... En ce moment, Édouard Louis, énormément. Combat et métamorphose d'une femme, donc il écrit sur sa mère, et je trouve que c'est, bien que ce soit un homme, je l'ai lu en un jour, et puis en fait c'était tellement bouleversant de sincérité et de vérité crue, en fait, que c'est en ce moment ce qui me touche le plus. Ouais. Eh bien, je vous remercie, Déborah, d'avoir été avec nous pour ce talk Women in Motion. Merci. Et puis, merci à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous.